Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 1er mai 2025. Ce 1er mai donc, la communauté internationale rend hommage aux hommes et femmes qui bâtissent les nations de par leur travail. Le gouvernement béninois, à travers la ministre du Travail et de la fonction publique, salue aussi les partenaires sociaux à sa manière. La contribution des uns et des autres dans le processus de développement amorcé par le Bénin est tout aussi reconnue. Au-delà cependant du mérite de chacun, des actions de l'exécutif en vue de l'amélioration significative des conditions de vie et du travail des travailleurs béninois, eh bien, une pause est nécessaire pour se pencher un peu sur la problématique de l'emploi au Bénin, le dialogue social, les conditions du travailleur béninois et tout ce qui va avec le travail au Bénin. En plateau ce soir, deux analystes et observateurs de la vie publique. D'abord, à ma gauche, Alphonse Moïse Soudé. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. Allez, Gilbert Zinsou Rouanou, en face de vous, bonsoir. Bonsoir Rav et bonsoir Alphonse Soudé. Alphonse Soudé, je vous pose la toute première question. Les travailleurs du Bénin et du monde sont à l'honneur. Nous sommes le 1er mai, comme on dit, c'est la fête du travail. Qu'est-ce que cela vous inspire exactement? Non, je voudrais d'abord avoir une pensée pour tous les travailleurs de mon pays, ceux qui produisent des biens et des services qu'ils mettent à la disposition de la nation. Et je voudrais quand même avoir une pensée aussi pour ceux-là qui ont perdu leur emploi, ceux qui sont à la recherche de l'emploi. Et je crois que c'est normal que dans une année, qu'on puisse quand même rendre hommage à ces messieurs et ces dames qui travaillent. Parce que je voudrais qu'on fasse la différence. Ce n'est pas parce qu'on dit travailleur que forcément c'est un bureaucrate. Les forgerons, ceux qui produisent des biens aussi sont des travailleurs, c'est ceux qui mettent leur force physique, leur mentalité, leur intelligence au service du peuple. Donc je dis, je les salue et je les encourage à aller de l'avant parce que pour qu'un pays se développe, il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Voilà. Donc il faut que les travailleurs, chacun en ce qui le concerne, joue sa partition dans la République. Alors, Gilbert Rouanou, comment vous voyez cette célébration? Nous sommes le 1er mai. Oui, mais on est le 1er mai, effectivement, la fête du travail. Et je voudrais aller dans la même veine que M. Soudé pour dire que nous rendons vraiment hommage à nos vaillants citoyens qui inlassablement travaillent, qui s'échinent chaque matin à aller au travail et qui travaillent inlassablement. Mais en fait, leurs efforts ne sont pas à la... C'est-à-dire ne sont pas à la hauteur. Ce qu'ils produisent n'est pas à la hauteur de leur rémunération toujours. D'accord. Voilà. Donc je voudrais aussi avoir une pensée pour ceux-là, une pensée de solidarité, de fraternité à ceux qui ont vu leurs emplois perdus à cause des réformes actuelles et des lois que les gens vont traiter peut-être d'antisociales. Vous voyez, puisque sous le régime de la rupture, il y a des gens qui ont perdu leurs emplois. Donc ça, c'est des choses qu'on peut toucher en fait. D'accord. Alors, on va parler de l'emploi parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la journée du travail. Et quand on travaille, bien entendu, il faut avoir le gain à la fin. Vous avez également parlé de ces ouvriers, ces gens qui font le travail manuel, même s'ils ne sont pas dans la fonction publique, eux aussi ils apportent leur contribution à l'édification de la nation. Alors, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'emploi au Bénin, Moïse Soudé? Oui, vous savez, je vais prendre d'abord ceux qui sont au service d'un employeur. Il y a certaines personnes qui ne sont pas payées en tenant compte des grilles salariales. Parce qu'aujourd'hui, il y a des employeurs, parce que vous êtes à la recherche de l'emploi, on vous prend, mais vous n'êtes pas payé en fonction du diplôme sur lequel on vous a recruté. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Il y a des personnes qui travaillent, qui ont passé, surtout dans le privé, qui ont passé des mois sans salaire, mais qui sont obligés de continuer le travail parce qu'à défaut du mieux, on se contente de ce qu'on a pour le moment. Donc je voudrais que dans mon pays, dans la République du Bénin, que les conventions collectives soient respectées. Parce que quand vous travaillez et que votre salaire ne vous permet pas de subvenir à vos besoins et à ceux de vos familles, ça pose un problème. On vous demandera, mais pourquoi tu travailles alors? Donc je voudrais que les employeurs, que ce soit du public ou du privé, d'abord c'est l'État qui est l'employeur du public, mais dans les privés, que les gens soient payés en fonction
des conventions collectives et en fonction des grilles salariales. Vous allez voir des gens qui travaillent, qui sont à la veille de leur retraite, qui se rendent compte que l'employeur n'a pas cotisé pour eux. Oui, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été déclarés. Non, certains sont déclarés, mais à un moment donné, on a cessé de payer la cotisation. Et le monsieur se rend compte qu'à la veille de sa retraite, que son employeur doit encore. Donc cela, il faudrait que l'État de mon pays, il faut que le gouvernement de mon pays mette en place des mécanismes pour contrôler tout ça, parce que ça pose un problème. Non seulement ça, vous ne payez pas les gens en tenant compte de la grille salariale, les avancements ne sont pas réguliers, mais ce que eux-mêmes ils ont cotisé, vous ne reversez pas cela à l'État, et ils se rendent compte qu'au niveau de leur pension de retraite, il y a problème. Donc je voudrais que chacun puisse jouer sa partition dans la République. Et que le minimum soit respecté chez les Vous allez revenir tout à l'heure. Gilbert Roinou, comment vous voyez l'emploi au Bénin? Quel regard vous portez sur l'emploi en République du Bénin? En fait, quand on prend tout à l'heure, à l'entame de mon truc là, j'ai dit qu'il y a beaucoup d'emplois qui ont été supprimés et autres. Donc, on dira simplement que l'État est régalien, d'accord, de l'emploi, secteur public et secteur privé. Vous comprenez? Donc, tout ce qui se passe dans le privé, l'État doit être regardant par rapport à tout ça. Maintenant, au Bénin, vous voyez, non, en fait, c'est un peu mi-fille, mi-raisin, en fait, le travail. On va dire tout simplement, vous êtes ici, je prends l'exemple tout simplement. Est-ce que tout ce qui se passe ici, l'État sait tout ce qui se passe ici? Ce n'est pas évident. C'est votre employeur qui vous exploite. Et non, en principe, sous d'autres cieux, ce n'est pas comme ça. Le travail ici, l'État doit être régalien, comme je le dis toujours. Tout ce qui se passe ici, en fait. D'accord. C'est-à-dire que ce soit dans le public comme dans le privé. Comme dans le privé. D'accord. Exactement. Parce que tout ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est comme si les travailleurs sont laissés à leur compte. D'accord. Surtout dans le privé, en fait. Et les employeurs font d'eux les esclaves, je vais dire. En fait. Alors, l'État est l'employeur, vous avez dit, du public, mais est-ce que vous le sentez un peu absent dans le milieu privé, un peu comme le souligne Gilbert? Mais oui, je suis d'accord avec lui. Je vous ai donné un exemple, par exemple. Les gens cotisent pour leur retraite. Mais à la veille, quand il reste 6 mois, ils doivent partir, se rendre compte que sur 2 ou 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans, l'employeur a croisé les bras. N'a plus versé les cotisations, mais a pris cela de leur salaire. Et autre chose, il y a des employeurs qui les avancements ne sont pas faits régulièrement. Des gens qui sont en 2025, alors qu'ils sont encore sur le salaire de 2013. Et quand il y a un service qui s'en occupe, concrètement, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Je voudrais saluer la question de versement, je voudrais saluer la main-d'œuvre qui fait un énorme travail. Parce que quand les gens se rapportent de la main-d'œuvre, il y a des employeurs qui sont convoqués, mais parfois ne s'y rendent pas. Et ça pose un problème. Donc je dis, et quand vous déclenchez le processus, ça prend tout le temps que ça doit prendre. Vous imaginez, il y a des gens qui vont à la retraite les mains vides. Et quand on leur fait le calcul, l'employeur se dit, mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas les moyens de vous payer. Comment voulez-vous qu'un père de famille, ayant travaillé 30 ans chez vous, il va à la retraite les mains vides et sa pension est amputée parce que dans le paiement des cotisations, vous n'avez pas été régulier. Donc je dis, il faut que l'État renforce sa présence dans les privés. Parce que ça pose un problème. Le privé, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est eux qui exploitent plus la loi sur l'embauche. Si vous n'êtes pas d'accord, on vous fout dehors. Vous allez à la main d'eux. Si on est généreux avec vous, on vous donne 3 mois. Et donc, ils sont en train de surfer sur le manque d'emploi. Et ils disent, ben écoute, tu as un master ou tu as une licence, voilà ce que moi j'ai à te payer. Tu prends apprendre. Et quand le compatriote consent à prendre cet emploi-là, le salaire qu'on lui propose n'est même pas régulier. C'est-à-dire qu'est-ce que selon vous justifie cette absence, dois-je dire, du public, pour ne pas dire de l'État central, n'est-ce pas, dans le privé? Vous savez, M. Wahab, en réalité, le secteur privé est majoritaire des employés, en fait, fondamentalement. C'est-à-dire ça emploie plus d'employés que même le public. Que le public, en réalité. Ça veut dire que mais est-ce que cela suffit pour justifier l'absence de l'État? Laissez-moi allons-y. Les privés sont forts. Les privés sont forts au Bénin, en fait. Je vais vous expliquer tout simplement. Combien de personnes béninois, d'accord, l'État exploite? Il n'y a que 2% des travailleurs. Mais le reste sont reversés au privé. Donc, c'est un peu dans l'informel. Un peu dans l'informel, comme on dit. Donc, en fait, l'État reste impuissant devant tout ça. Je vais vous dire, pourquoi une pareille impuissance? Parce qu'en réalité, il y a même des lois aujourd'hui au Bénin, d'accord? Même ceux qui sont dans le... Monsieur Soudé le soulignait tout à l'heure, les travailleurs même qui sont dans le public,
d'accord, ils ont des problèmes au niveau de l'État central. C'est ça. Et s'il y a une faiblesse de l'autre côté, Oui. qu'est-ce que vous voulez quand même que l'État fasse de l'autre côté? D'accord. Donc, Du privé, eux, ils s'offrent sur ça pour pouvoir quand même rendre difficile la vie à leurs employeurs. D'accord. C'est ça, oui. D'accord. Alors, quelle réaction l'État devrait avoir quand on sait que oui, on a la main-d'œuvre que vous saluez tout à l'heure, quand on sait qu'on a la Caisse nationale de sécurité sociale où les versements des travailleurs se font et autres, mais qu'il n'y ait peut-être pas, par exemple, de ces missions d'enquête, ces missions, en tout cas ces visites inopinées, aussi bien dans le public que dans le privé, à l'effet de s'assurer que les employés sont plus ou moins déclarés. Mais il faut créer une cellule de plainte. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le privé et que non seulement on ne respecte pas la grille salariale, votre salaire n'est pas payé régulièrement, votre cotisation n'est pas versée à la sécurité sociale, que vous vous rendez compte, vous devez porter plainte à cette cellule-là. Parce que la main-d'œuvre fait son travail. Il y a parfois des employeurs qui ne répondent pas aux invitations de la main-d'œuvre, ils ne répondent pas aux convocations. Ils se disent, mais nous n'avons pas les moyens, vous avez beau vous plaindre, où est-ce que nous allons trouver l'argent pour vous payer? C'est un problème. C'est un problème parce que quelqu'un qui travaille et qui, le salaire, il va sur le marché de la consommation aujourd'hui, peut-être que le salaire ne lui permet plus de se donner une certaine vie. Mais le peu qu'il prend, on ne lui donne pas ça à temps et qu'on le menace de dire, mais si tu veux continuer, j'ai la possibilité de décréter un chômage technique et je renvoie les gens. Maintenant, vous n'avez pas les moyens, vous les renvoyez encore, ce que vous devez les payer pour qu'ils ne viennent plus vous embêter sur le lieu de travail. Vous ne le faites pas. Donc, moi, je voudrais que l'État crée une cellule de plainte. Et tous ceux qui se retrouvent dans ce cas-là, ils vont déposer un dossier en bonne et due forme pour dire, voilà ce que je vis sur mon lieu de travail. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'emploi que le peu qu'on recrute, on va les malmener. On ne malmène pas. Est-ce que l'absence plus ou moins observée de l'État au niveau du privé ne se justifie pas, comme vous le développez tout à l'heure, par le fait que l'État aussi craint que les emplois soient un peu en danger au niveau des employés? Parce que quand il y a la facilité aujourd'hui avec la loi que vous dénoncez, Moïse Soudé, il y a que l'État peut se méfier également. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas faire des interventions plus ou moins techniques, obliger les employeurs du privé à vouloir tout respecter et que très vite ils posent le problème de chômage technique ou bien de difficultés financières et remercier les employés. Oui, mais tout à l'heure, je vous disais quand même qu'il faut que l'État, qui doit être régalien aussi, respecte ses engagements vis-à-vis des travailleurs. C'est ça. D'accord. Les travailleurs, lesquels? Du public? Public et de privé. D'accord. De public d'abord. D'accord. D'accord. C'est comme je vous ai dit, si à la maison, chez vous, vous avez 2 femmes, d'accord, et il y a une que vous entretenez plus que l'autre en fait. D'accord. Est-ce que l'autre sera d'accord? Est-ce que vous-même, vous serez quand même, vous êtes sûr, d'accord, d'être vraiment le père de famille juste en fait? C'est ce qui se passe au Bénin. En général, ce n'est pas seulement au Bénin quand même. Vous voyez, non? Ce qu'on dit là, tout simplement, si l'État a été quand même juste par rapport à ces employeurs, l'État est obligé, d'accord, d'aller, comme le disait monsieur, on va créer la main-d'œuvre. Il y aura un système, d'accord, pour contraindre les autres. Oui. Le privé, certains privés informels dont vous citez tout à l'heure, à se mettre dans les rangs, à respecter les tests. Voilà, c'est ça. Évidemment, si l'État aussi fait un peu, il y a de la faiblesse à son niveau, c'est pas évident. D'accord. C'est pas évident. Alors l'État a fait de grands efforts, ça c'est reconnu. Il y a, quand on va morceler les choses, cette histoire du SMIC qui est remontée. Est-ce que vous pensez que vraiment aujourd'hui dans le privé, l'annonce faite qui était, je crois, 40 ou 43 000 à l'époque pour venir à 52 000, que c'est au moins respecté dans le privé? Mais est-ce que vous savez que dans certaines structures privées, les gens ne sont même pas payés au SMIC? C'est ça. Les gens ne sont même pas payés au SMIC. Et ils ne peuvent pas dénoncer ça. Parce que s'ils dénoncent, la crainte est qu'on les fout dehors tranquillement. Et l'employeur privé, il surfe sur ça. Il dit, bon, il n'y a pas de travail dans le pays. Toi, tu trouves et tu fais des revendications. Mais l'État a fixé, pourquoi il dit, l'État a fixé des règles, l'État devait obliger toutes les structures privées à respecter ça. Le minimum, c'est le SMIC. D'accord. Et vous allez voir encore des gens qui sont à 35 000. Mais vous ne notez pas non plus la mission de contrôle, c'est-à-dire des contrôles inopinés qui ne sont pas provoqués par les plaintes des travailleurs. Parce que là, si ce sont des visites inopinées, des comment ça se passe accréditées, ça devrait pouvoir aller, non? Mais si il y a une cellule de plainte et que la plainte est déposée
par rapport à une structure. Sous anonymat, par exemple. On interpelle les responsables. Parce qu'il faut encore que cette structure-là ait une comptabilité au point. Et qu'on nous dise les entrées et les sorties pour qu'on puisse contrôler. Parce que le mal, c'est ça. On aime surfer sur le malheur des autres. Et là, même, écoutez, j'ai vu dans un pays où, désormais, au Sénégal, les domestiques, les employés de maison, l'État a fixé le salaire. L'État a fait une réévaluation de leur salaire. Et vous êtes obligé de respecter ça parce qu'il y a un système de contrôle. Donc, je voudrais que l'État, au-delà de la fonction publique, jette un regard favorable sur les privés. Parce que ce qui se passe là-bas, excusez l'expression, c'est de la merde. C'est de la merde. On recrute. Écoutez, dans la profession des journalistes, en temps, on a dénoncé ça, parce que c'est parce que les journalistes sont mal payés que quand ils vont en reportage, ils sont obligés de faire des rangs, pour prendre les pédiens. Si ça c'était payé en tenant compte de la convention collective, on n'aurait pas ce jeu-là. Et il ne se faut pas respecter. Donc, je voudrais que l'État jette un coup sur ce qui se passe dans les privés, parce que c'est là qu'il y a des difficultés. D'accord. Allez, on va revenir tout à l'heure. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions visualiser, je dirais, cet élément. C'est le message, donc, pour ne pas dire une portion du message de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse, à l'occasion de la célébration donc, de cette journée du 1er mai. Message adressé aussi bien à la nation, mais beaucoup plus aux travailleurs. On écoute. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la fête internationale du travail que nous commémorons donne l'opportunité d'évaluer les efforts consentis par le gouvernement du président Patrice Talon pour améliorer les performances socio-économiques et les conditions de travail et de vie de tous les travailleurs en matière de promotion de l'emploi décent et du renforcement de la justice sociale dans notre pays. Dans le domaine de l'emploi, le renforcement de la mise en œuvre des programmes d'insertion professionnelle et de formation technique adaptés aux besoins du marché pour favoriser l'employabilité des jeunes. À cet égard, il convient de noter que 10 247 demandeurs d'emploi ont été insérés dans l'emploi à travers le programme social d'insertion dans l'emploi PSIE à fin décembre 2024. La formation et l'insertion des jeunes âgés de 15 à 30 ans et plus en situation de sous-emploi ou d'inactivité, ayant un faible niveau d'éducation à raison de 21 353 dans les emplois salariés et 21 024 dans les emplois indépendants par le biais du programme Azoli. Pour le compte de l'année 2025, l'objectif visé est d'accroître l'inclusion économique de 50 000 jeunes, dont 25 000 dans l'emploi salarié et 25 000 autres dans l'emploi indépendant, dont 50% de femmes. Nous avons aussi la préinsertion dans les établissements d'enseignement public de 34 105 aspirants au métier d'enseignant par le biais du programme spécial de préinsertion dans l'enseignement maternel, primaire, secondaire, technique et professionnel. Alors, Adidiat Matisse, c'est une portion de son message à l'occasion donc de la célébration de cette journée du 1er mai. On a vu quelques efforts, pour ne pas dire les actions du gouvernement dans le monde du travail, l'insertion des jeunes et autres. Quelle lecture vous avez, dois-je dire, de ces actions? Pensez-vous que ça ne suffit pas parce que ça boude également dans le monde des travailleurs? Non, mais en réalité, le gouvernement fait bien d'efforts. D'accord. Il faut souligner ça aussi. Et je crois qu'on a souligné ça, M. Soudé a souligné ça tout à l'heure. Mais seulement tant qu'il reste à faire, comme on le dit sous notre yeux, c'est comme si rien n'est fait. Évidemment que les efforts qui ont été faits, d'accord, il y a encore d'autres. En fait, le chiffre que la ministre cite tout à l'heure, c'est vrai. Mais quand vous allez dans le Bénin très fond, autour de nous là, non, ce n'est pas. C'est seulement à Cotonou qu'on voit tout ça là en fait. En clair, il y a suffisamment de besoins. Il y a un grand travail qui a été fait, mais il y a suffisamment de besoins encore. Il reste encore sur en rade en fait. Oui. Donc on souligne les efforts qui sont faits, mais nous voulons que l'État fasse mieux en fait. D'accord. Oui. Vous, votre appréciation face à ce que la ministre de la Fonction publique présente comme action ou réalisation de l'État central, sans oublier les perspectives, parce qu'on annonce au moins pour 2025 plus de 50 000 emplois en perspective. Comme je
le dis souvent, Oui. il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître que des efforts ont été faits. Ça, c'est Ça, il faut le reconnaître. Mhm. Les efforts ont été faits, mais on aurait souhaité qu'on aille encore un peu plus loin. D'accord. Parce que moi, j'ai toujours Pour dit... ne pas dire qu'on poursuive les efforts. Oui, qu'on poursuive les efforts, qu'on ne baisse pas les bras. J'ai toujours dit, si nous pouvons établir, parce que tout à l'heure, mon vis-à-vis a parlé de perte d'emploi. Oui. Est-ce que si nous pouvons établir un ratio entre le nombre d'emplois créés et le nombre d'emplois perdus, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi depuis, mais qui n'ont plus trouvé une autre opportunité Oui, professionnelle. comme on Donc, dit, une autre- si on peut faire un autre point de le vue. ratio entre le nombre d'emplois créés et le nombre d'emplois détruits, je crois que ça nous ferait du bien. Mais aujourd'hui, il y a encore... Parce que chaque année, dans les universités, on met sur le marché d'emploi de nouveaux diplômés D'accord. qui ne sont pas recasés, qui sont obligés soit de faire du immédiat ou bien d'évoluer dans l'informel. Encore D'accord. qu'aujourd'hui, évoluer dans l'informel, ça pose des problèmes. Donc je dis, il faut que l'État favorise aussi la création de l'emploi au niveau des privés. Parce que les privés se plaignent du fait qu'ils ne sont pas bien pris en compte par l'État. Donc, il faudrait que l'État puisse les aider. Et là, on pourra les obliger à recruter. Dans certains pays, quand on vous donne la possibilité de créer une entreprise, l'État vous donne un quota de compatriotes à recruter. D'accord. Ça se fait au Nigeria. Donc, D'accord. je voudrais que l'État... Ce modèle-là passe Oui, école par mais ici. l'État favorise la création de l'emploi. L'État ne peut pas consommer tous les diplômés. L'État ne peut pas. D'accord. On a beau tout faire, mais il va rester des choses à faire. Donc, il faut donner la possibilité à d'autres employeurs de créer des emplois, mais en prenant l'engagement de respecter les lois de la République, notamment les conventions collectives, notamment la grille salariale utilisée par l'État. Et que les avancements soient faits régulièrement, les cotisations soient reversées à la CNSS. D'accord. Allez, il y a beaucoup de choses, comme on le reconnaît unanimement, qui ont été faites. J'allais dire. Il y a également l'augmentation du salaire et autres, mais on dirait que les réalités du marché font que même quand on annonce l'augmentation du salaire, même quand ça devient effectif, finalement, on ne sent pas ça au niveau du panier de la ménagère. Est-ce que vous avez la même lecture? Oui, mais M. Arabe, qu'il vous souvienne quand même que même le président Talon, dans une de ses sorties, je ne me rappelle plus bien de la date, et il se plaignait du fait que, en fait, à cause des crises qu'il y a eu un peu partout dans le monde, Oui. Ukraine, Israël et autres là, Oui. tous les efforts qui se font ne sont pas visibles en Oui, fait. oui, ils sont un peu assombris par ces crises dans la Exactement, sous-région et un peu dans le monde. puisque la vie coûte cher en fait. Oui, oui. L'Ukraine, par exemple, nous fournissait du blé, vous voulez dire? Du blé, je veux dire, en fait. Et tout ça, là, c'était parce qu'ils étaient en paix. Oui. Maintenant, il y a une difficulté pour que les choses viennent au pays. Donc, le peu qui est là, ça, Oui. c'est cher, en fait. D'accord. Donc, vous comprenez bien, non? Donc, tout ce que les efforts qui sont faits, ce ne sont pas visibles à cause de ces gens... Oui. De ces phénomènes. Est-ce que en le fait, citoyen béninois, pour ne pas dire le travailleur, comprend tout cela? Pour lui, c'est comment il mange à sa faim, comment il fait manger sa famille. Est-ce que vous comprenez, un peu comme le souligne Gilbert Roanou, que vraiment la crise dans la sous-région, la crise un peu partout dans le monde assombrisse un peu les efforts du gouvernement? Marché de consommation. Écoutez, vous allez avec l'argent, vous faites des emprunts, mais ça ne tient pas le temps qu'il faut tenir dans la maison. Vous allez voir sur le marché de l'habitation, le loyer coûte cher. Les gens disent, mais ceux qui viennent de l'extérieur, les prix ont flambé, on est obligé. Donc, quand vous avez un loyer de 60 000 que votre propriétaire se lève pour dire, vu les réflexions que j'ai faites dans la maison, je suis obligé d'augmenter le salaire. Donc, quand il y a même réflexion, il faut rendre grâce à Dieu. C'est que des fois, il se lève comme ça. Il faut que j'augmente le loyer. Voilà, il proclame l'augmentation. Dans les écoles, on a augmenté les frais de scolarité, et ainsi de suite. Mais le salaire que vous gagnez ne vous permet plus de régler ces problèmes-là. Donc, je voudrais qu'on donne la possibilité à des gens. Parce que des gens ont les moyens de créer des emplois. Il faut que l'État maintenant encourage davantage. Oui. Parce que si l'État dit qu'il va recruter tout le monde, c'est impossible. Alors, maintenant, parce qu'il y a des gens, depuis qu'ils ont perdu leur emploi, vous imaginez un couple qui travaille à la Sonapra, et quand on a fermé la Sonapra, les deux se sont retrouvés peut-être à la maison, et puis depuis lors, ils n'ont plus l'opportunité de travailler chez quelqu'un. Ils ont ce qu'on leur a donné peut-être quand on les a mis dans la rue, ils ont monté une petite affaire et qui ne marche plus. Ça pose un problème. Okay. Alors, Gilbert Roanou, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, je dirais, des conditions de travail du travailleur béninois? Mais je le disais tout à l'heure quand même que, en fait, au Bénin, le travailleur ne vit pas comme cela se doit, en fait, quoi. Disons une certaine vérité. Monsieur Soudé venait de donner l'exemple, en fait, pratique au Sénégal. D'accord? Et au Sénégal, même l'employé de la maison
quand même l'État est regardant vis-à-vis de ça. D'accord. Quand l'État n'est pas regardant sur certaines choses, comprenez quand même que le travailleur vit mal. Disons les choses comme ça. Le travailleur béninois vit très très mal. Oui. Vous comprenez? Là où l'État n'est pas exempt de tout. Vous savez, on a décrié même tout à l'heure, même les travailleurs, le secteur privé, les gens souffrent dans le secteur privé, énormément souffrent. Là, disons la vérité, les gens souffrent. Les patrons là, ils sont des rois pratiquement, sont des rois. Et ils font de ce qu'ils veulent. Quand c'est comme ça, le travail ne vit pas bien en fait. Quoi. Le travailleur béninois, comment vous le voyez au Bénin aujourd'hui? Il est bien loti? Non. Que ce soit du public ou du privé? On commence d'abord par le public par exemple. Le public, l'État a fait des efforts. Oui. L'État peut-être prend ce qu'il faut pour recruter d'autres personnes. Ouais. Au lieu que tout le monde soit bien loti, on permet au grand nombre de trouver d'emploi. Madame la ministre a donné les chiffres. Oui. Mais dans le privé, les employeurs sont méchants. C'est ça. Les employeurs sont méchants. Vous ne pouvez pas continuer à payer des gens en dessous du SMIC, ce que le gouvernement de votre pays a fixé. Et vous dites à la personne, toi, tu as au moins ça, tu te plains. Et ceux qui n'ont pas de travail. C'est visiblement du chantage. C'est du chantage émotionnel sur les employés. C'est pas bon. Les gens travaillent, ils n'ont pas leur salaire. Vous leur devez des arriérés, vous leur devez des moins perçus, vous ne les avancez pas et vous exigez de ceux-là d'être performants. Comment peut-on être performant si on n'est pas dans de bonnes conditions de travail? C'est ça la réalité. Et ça arrière le pays. Oui. Est-ce que les conditions vraiment posent problème? En fait, l'absence de l'État dans le privé, c'est ça qui aggrave la situation? Ou bien ce sont les lois comme vous le... Non, certaines structures privées ne respectent pas les lois de la République. Et comme personne ne veut perdre son emploi, on souffre dans le silence. On accepte ce qu'on vous donne dans le silence. Mais jusque ça, quand ça va durer? Il faut qu'on tape du poing sur la table. Vous allez voir, quand l'État va épingler 2 ou 3, 4, 5, je vois 10 structures privées qui ne respectent pas les lois de la République en matière d'emploi, vous allez voir que les autres vont se mettre dans le rang. Parce que ce n'est pas normal que des gens cotisent leurs sous et que vous n'allez pas reverser et que vous trouvez que, bon, à un moment donné, à cause des difficultés, est-ce qu'ils n'ont pas travaillé? Est-ce qu'ils n'ont pas respecté leur cahier de charge? Pourquoi ne vont-ils pas bénéficier de ce qui leur revient à la retraite? La façon dont la fête du travail, le 1er mai, est célébrée, qu'est-ce que vous avez à dire dessus? On sent qu'il y a eu beaucoup de changements. Est-ce que ce sont les réformes? Avant, il y avait ce dialogue-là, séance de dépôt des cahiers de doléances au niveau des travailleurs et autres. Aujourd'hui, ce n'est plus, je dirais, dans le même registre. Le dialogue social, pour ne pas dire le dialogue entre l'État central et les travailleurs, n'est-ce pas? En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau. Vous, en tant qu'observateur de la vie publique, quelle est votre analyse? Oui, mais en réalité, M. Ouattara, vous savez, dès l'entame, le président Talon, il a fait quand même du secteur du travail, un secteur privilégié en fait. D'accord. Privilégié. Et le mode c'est quoi en réalité? C'est-à-dire c'est le travail ou rien en fait. C'est le travail ou rien. Avant, vous savez bien, il y avait on fait histoire et tout ça là. Et le dialogue social, revenons-en, c'était dans un État où il n'y a pas le dialogue social entre les syndicats et l'État, ce n'est pas du tout bien. D'accord. Le dialogue social est fondamental pour la survie, d'abord, je vais dire, des emplois et la survie d'un État, en fait. Parce que sans ça, c'est là où on dialogue, là où les réformes qui sont, on dit, anti-sociales, c'est là où on discute de ça, et pour dire à l'État, et l'État comprend mieux, on se comprend, et puis le travail avance. Sans ça, le travail ne marche pas. Le dialogue social? Le dialogue social, c'est comme dans une famille. Quand les revenus du papa a diminué, papa a l'obligation de faire asseoir ses enfants pour dire désormais, je ne peux plus satisfaire à tous vos besoins parce que. Mais quand vous rompez le dialogue, ça pose un problème. Ça devient un dialogue de sourds. Personne, l'État ne dit pas à ses employés les difficultés qu'il a. Les employés ne comprennent pas les difficultés de l'État et ils exigent que leurs revendications soient satisfaites. Donc moi, je voudrais qu'on restaure ce dialogue-là. Ça permet aux syndicalistes et à l'État de parler le même langage. Parce que quand on ne se parle pas, on ne s'écoute pas et ça entraîne autre chose dans la République. D'accord. Allez, on va souhaiter que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Nous sommes le 1er mai, comme je l'ai annoncé, jour de célébration de la fête du travail. Il faut dire que dans l'actualité comme ça, quand on prend les choses pêle-mêle, il devait y avoir célébration de la fête du travail, pour ne pas dire la marche annoncée au niveau de la CSTB, n'est-ce pas? Son secrétaire général et son adjoint aux dernières informations sont
mis aux arrêts, n'est-ce pas? On attend d'avoir beaucoup plus de détails, n'est-ce pas, Moïse Soudé, pour revenir beaucoup plus en détail. Il faut faire tous les recoupements possibles avant d'aborder un sujet. C'est un sujet sensible. C'est un sujet vraiment sensible sur lequel nous reviendrons sans doute dès qu'on aura tous les éléments. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se donne rendez-vous demain. Moïse Soudé, merci beaucoup. Gilbert Roinou, merci beaucoup. Merci à vous aussi. À demain donc.